L'histoire des primates, c'est notre histoire. Elle commence il y a 65 millions d'années, quand les ancêtres des singes côtoyaient les derniers dinosaures. On trouve aujourd'hui encore, sur l'île de Madagascar, l'un des premiers maillons de la stratégie évolutive qui mène jusqu'à l'homme. L'île est un cas à part. Elle abrite une multitude de plantes et d'espèces animales endémiques, autrement dit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. À Madagascar, la vie prend presque systématiquement des formes insolites et surprenantes. Les papillons ont développé leur stratégie de camouflage et les caméléons, comme ce caméléon de Parson, ont pris parfois une dimension hors du commun. Celui-ci mesure une 60aine de centimètres. En l'absence de grands prédateurs, rien ne s'est passé ici comme ailleurs en matière d'évolution. Les primates en particulier sont restés à un stade de développement élémentaire, ce qui nous permet de nous faire une idée de ce que pouvaient être leurs espèces primitives. On appelle ces animaux arboricoles des prosimiens, autrement dit des pré-singes. Ils ont déjà quelques caractéristiques de l'ordre des primates, et notamment des doigts bien distincts. Comme tous les singes, les lémuriens sont adroits de leurs mains. Mais ils ont aussi une autre caractéristique propre à tous les primates. Ils ont le cerveau plus développé que chez la plupart des autres animaux. En matière de reproduction, certains lémuriens s'occupent aussi très longtemps de leurs petits. C'est le cas chez les chifarques. Ce bébé restera longtemps accroché au ventre de sa mère. Chez d'autres lémuriens, au contraire, on semble privilégier le nombre de petits, quitte à ce qu'ils soient moins bien développés et moins bien élevés. Ces longs primates blancs sont des chifarques de Verreau, des animaux très agiles dans la frondaison. Ils ont les pieds et les mains préhensibles et leur queue leur sert de balancier. Les chifarques, qu'on appelle aussi les propithèques, vivent en groupe de quelques individus dominés par une femelle. C'est l'un des points importants qui distingue le lémurien du singe. Chez le lémurien, c'est la femelle qui a l'ascendant sur le groupe, alors que chez les singes, ce sont plutôt les mâles qui sont dominants. Les chifarques ont les membres supérieurs très courts, ce qui, lorsqu'ils descendent au sol, donne une allure très curieuse à leur déplacement. En choisissant de vivre à la lumière du jour, ces lémuriens ont finalement occupé la niche écologique des vrais singes, parce qu'ils sont absents à Madagascar. Il y a plusieurs familles chez les prosimiens. Les chifarques sont des indriidés, alors que ce makikata appartient à la famille des lémuridés. Le makikata est lui aussi diurne. Il est facilement reconnaissable à sa longue queue annelée. C'est un animal très sociable, qui communique avec ses congénères par une sorte de langage des odeurs. L'animal a sous les aisselles et aux poignets des glandes odoriférantes qui lui permettent de laisser sa signature tout autour de son habitat. Ce marquage systématique des arbres, utilisé par le lémurien, permet de dédramatiser systématiquement les relations sociales. Au lieu d'avoir des affrontements physiques entre deux prétendants pour une femelle, on a une sorte de duel à distance, par le biais d'effluves plus ou moins convaincantes. Les lémuriens essayent d'éviter les dépenses d'énergie inutiles pour ne se consacrer qu'à la recherche de nourriture. De ce point de vue, la stratégie amoureuse adoptée par ces maquis à front roux est remarquable. La femelle a une ovulation cachée. Aucun signe apparent ne signale sa période de fertilité. Le mâle a donc plus de chances de se reproduire s'il reste toujours à ses côtés. En renonçant à la polygamie, cette espèce s'est donnée ainsi une vie très paisible. Ce qui frappe chez les lémuriens,
c'est leur museau très allongé qui ressemble à celui d'un chien. C'est le signe apparent du rôle essentiel que joue l'odorat chez les prosimiens. Alors que ce vari se fie essentiellement à son nez, les vrais singes, comme ce singe rouge, vont utiliser davantage leur perception visuelle qu'ils ont développée au détriment de l'odorat. Les vrais singes ont, comme l'homme, une vision binoculaire. Elle leur permet de voir l'univers en relief et avec précision. Cette faculté va leur permettre de mettre en œuvre nombre de stratégies pour tirer parti du monde qui les entoure. Il existe une grande variété de singes. On en a recensé environ 160 espèces, que l'on répartit en une quinzaine de familles. Ceux-là sont des magots. Ils appartiennent au groupe des cathariniens. L'appellation vient d'un mot grec qui signifie qu'ils ont les narines rapprochées. On les désigne aussi parfois en faisant référence à leur répartition géographique. On les appelle alors les singes de l'Ancien Monde. Ce tamarin, ce singe hurleur, appartiennent au deuxième groupe, celui des platyriniens, ce qui veut dire cette fois qu'ils ont le nez aplati. Les platyriniens sont appelés aussi les singes du Nouveau Monde, une référence à leur distribution géographique. Ils peuplent les forêts d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Comme ce tamarin lion ou ces sapajous capucins, les singes du Nouveau Monde sont en général moins grands que leurs frères d'Afrique ou d'Asie. Ils sont moins grands, mais ils peuvent avoir le cerveau bien développé, comme chez ces capucins par exemple. Ils le mettent à l'épreuve pour développer une stratégie alimentaire opportuniste. Le régime alimentaire des saïmiris est semblable en principe à celui des capucins. Ce sont des frugivores qui complètent leur alimentation par l'apport protéinique d'invertébrés. On les appelle aussi les singes écureuils. Du fait de leur gabarit réduit, ces petits singes ne peuvent pas, comme les capucins, arracher l'écorce pour en faire sortir les insectes. Alors, leur stratégie est différente. Ils descendent souvent au sol pour y chercher des chenilles ou des larves. Le saïmiri a la boîte crânienne très développée. Son cerveau est, compte tenu de la taille de son corps, plus grand en proportion que celui d'un homme. Il ne faut pas se fier à cette apparence. En fait, ce singe est, comme tous les singes du Nouveau Monde, relativement peu intelligent. En tout cas, moins que ceux d'Afrique ou d'Asie. Chez ces primates, c'est le père qui porte le petit sur son dos et qui s'en occupe. Les saïmiris vivent en groupe qui comprennent souvent une quarantaine d'individus. Pour ces petites espèces, qui ont beaucoup de prédateurs, l'intérêt du groupe est évident. Il permet de manger pendant que les autres surveillent. Chez ces singes, la vie en groupe relève d'une stratégie utilitaire avant d'être une contrainte sociale. Une réalité qui se vérifie chez toutes les espèces américaines, même les plus grandes, comme chez ces attelles. Ces singes frugivores vivent en communauté d'une douzaine d'individus, dont l'organisation sociale est du type fusion-scission. Autrement dit, ils constituent des groupes, et ces groupes éclatent très vite, quasi définitivement, pour partir à la recherche de nourriture. La plupart des singes du Nouveau Monde sont dotés d'une queue préhensile, qui, comme on l'a vu chez l'attelle, fait littéralement office de cinquième membre. Cette caractéristique ne se retrouve chez aucun des singes asiatiques ou africains. Et c'est chez le lagotriche de Humboldt qu'elle est le mieux développée. Le lagotriche est un attelle laineux, un primate qu'on rencontre essentiellement dans la forêt brésilienne. Ces singes sont de gros mangeurs.
et les colons portugais les ont baptisés les macacos barrigudos, autrement dit les singes ventrus. Ils vivent en couple ou en groupe d'une dizaine d'individus. C'est au terme d'une stratégie évolutive pour le moins paradoxale que le lac d'Autriche se trouve couvert de cette épaisse fourrure, alors qu'il habite une région chaude. Les avantages que lui procure cette queue très particulière vont apparaître beaucoup plus évidents. Ce singe laineux a un régime alimentaire mixte. Il mange des fruits et des feuilles. Autrement dit, c'est dans les branches qu'il trouve essentiellement son bonheur. L'arbre est son domaine, et il se l'approprie d'autant plus que le moindre recoin de sa végétation lui est accessible. Pour se déplacer, pour chercher sa nourriture, le lac d'Autriche s'accroche indifféremment par l'un de ses membres ou par sa queue. Quand on observe ces animaux dans les frondaisons, il n'est pas toujours simple de dire s'il est pendu par un bras, une jambe ou par son appendice si particulier. Même en prenant cette option, et malgré son poids, le singe ne prend aucun risque. La prise est ferme, car la face interne de l'extrémité de sa queue est dépourvue de fourrure, ce qui favorise son adhérence sur des branches glissantes. La queue libère les mains et permet, dans des postures acrobatiques, d'aller un peu partout pour exploiter complètement la moindre ressource disponible. Ces singes ont exploité autant qu'ils le pouvaient leurs particularités anatomiques, ce qui, par voie de conséquence, les a limités dans l'exploration des milieux. Les singes du Nouveau Monde se sont cantonnés à un seul habitat, celui de la forêt. Cette queue préhensile ne se retrouve chez aucun des singes africains ou asiatiques. Il n'y a pas eu d'échange entre les deux mondes des primates. Aucune espèce du Nouveau Monde ne se retrouve dans l'Ancien Monde et inversement.